tous, bienvenue sur Femain, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Depuis 1 an et demi, je reçois des illustratrices, des aquarellistes, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, ou qui créent des DIY. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. Aujourd'hui, c'est le 49e épisode. C'est fou, hein? Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous n'êtes peut-être pas encore dans la confidence, mais je vais quand même vous le dire, pour le 50e épisode, j'aurai non pas une créatrice, mais un créateur. Oui, vous avez bien entendu. J'ai hâte de partager cet épisode avec vous, qui est d'ailleurs déjà enregistré. Mais pour l'heure, on va en découvrir un peu plus sur Mélanie, alias Gina et compagnie. Alors le plaisir du fait main lui a été transmis par sa grand-mère. D'ailleurs c'est hyper touchant de voir la place que tient la famille dans sa vie. On n'en a pas parlé pendant l'épisode, mais elle vient de mettre en vente une collection capsule de bérets cousus et brodés avec sa sœur. Mélanie est à son compte depuis assez récemment et elle nous raconte comment elle a démarré la broderie alors qu'elle s'était plutôt mise au crochet au départ pendant sa première grossesse. Elle est revenue également sur la manière dont s'est passée la transition pour elle, pour passer de son statut de fonctionnaire à celui de micro-entrepreneuse, à l'occasion de la mutation de son mari et de leur déménagement. Allez, avant de tout vous dévoiler, je vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Mélanie, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast Femain. Bonjour Mélanie. Moi aussi, je suis ravie d'être là, enfin en tout cas là avec toi pour parler un peu. Alors aujourd'hui, on va parler broderie, principalement. Enfin, tu vas nous dire un petit peu. Moi, je connais beaucoup de toi la partie broderie, mais il y a certainement plein d'autres choses que je connais pas. Si tu peux commencer par te présenter en quelques mots, ça serait super. Oui. Donc, je m'appelle Mélanie et pas Gina, parce que Instagram porte à confusion. Puisque je suis connue, entre guillemets, sur Instagram sous le pseudo Gina C, qui signifie en fait Gina et compagnie, le nom de mon blog. Voilà. Donc j'ai 36 ans, je vis à Marseille, mais je ne suis pas marseillaise. Alors t'as quand même un bel accent du sud. Mais j'ai l'accent du sud-ouest et pas du sud-est. Ah, d'accord. Donc je suis, alors je suis pas vraiment toulousaine non plus, mais pour simplifier, on va dire je suis toulousaine. Mais en réalité, je suis née à Saint-Gaudens, c'est une petite ville au pied des Pyrénées. Voilà, au sud de Toulouse. D'accord. D'où mon accent très prononcé et même plus prononcé parfois que certains Toulousains et on se moquait même de moi. Donc, ah bon Moi, j'aime bien les accents, ça nous fait tout de suite voyager, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'ai très conscience de mon accent. Mais bon. Oui, non, si, il est assez... Oui. Je sais qu'il est très prononcé, mais je n'en ai aucune conscience, en fait. Ouais, je comprends. Ok. Donc, effectivement, bah oui, on t'appelle forcément un peu Gina spontanément, tu vois, j'imagine. Oui. Mais je réponds assez facilement parce que d'abord, je trouve ça très joli. Et mais bon, je précise quand même parfois que c'est pas mon prénom parce que parfois les gens s'imaginent des choses ou placent des choses derrière tout ça qui n'existent pas en fait. Donc ouais. Bah alors est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de pseudo parce que je crois que c'est en lien avec ta grand-mère. Tu as raconté ça il y a pas longtemps sur Insta. Oui, c'est exactement ça et c'est du coup quelque chose qui me tient beaucoup à cœur donc j'adore raconter pourquoi. Du coup, il y a à peu près, je dirais 9 ans ou 10 ans, quand j'ai voulu reprendre le chemin des blogs, enfin du blog, il me fallait un nom, il fallait trouver un nom à ce blog. J'avais eu un blog avant celui que j'ai actuellement, mais qui parlait plus de mon expatriation aux États-Unis en tant que jeune fille au père, donc rien à voir avec le côté créatif qu'il peut contenir maintenant. Donc il me fallait un nom et j'étais un peu perdue, je savais pas trop, je savais pas comment je pourrais l'appeler. C'est assez compliqué, moi je trouve, de trouver ce genre de choses. Et en fait, donc ma grand-mère était décédée depuis peu quand j'ai repris le chemin du blog. Et il faut savoir que j'ai grandi dans la même maison que mes parents et que mes grands-parents. Donc c'était ma grand-mère, enfin mes grands-parents maternels, donc ma grand-mère maternelle, de qui j'étais très très proche,
au même titre que ma sœur d'ailleurs, puisqu'on a toutes les deux été élevées par nos parents, mais aussi par nos grands-parents. Et ça, c'est pour moi en tout cas, nous concernant, je trouve que c'est une très très grande chance. Voilà, donc quand elle est décédée, bon, ça a été très très difficile, inutile, je pense, de le préciser, mais très très difficile. Mon grand-père, qui était à l'époque encore en vie, m'a confié le carton des photos de famille. En fait, ce carton de photos de famille, moi, toute mon enfance, j'ai tanné mes grands-parents pour qu'ils le sortent. Et ma grand-mère, elle aimait pas trop ça. Et je comprenais pas trop pourquoi, mais elle aimait pas trop ça. Mais moi, j'adorais qu'on le sorte, qu'elle nous raconte, qu'elle nous montre, etc. Donc, je pense que je suis assez fatiguée avec ça. Et mon grand-père, du coup, bizarrement, parce qu'il était encore là et ça aurait pu être confié à ma maman ou à mes oncles, il m'a dit, tu peux le prendre. Si tu veux, tu peux le prendre. Donc, je l'ai pris parce que pour moi, c'est inestimable. Et du coup, j'ai regardé moi-même ces photos avec un regard d'adulte, du coup, et plus du tout le regard d'une petite fille. Et dans les boîtes, j'ai trouvé des photos de ma grand-mère qui étaient destinées à mon grand-père au tout début de leur amour, on va dire. Ils ont grandi dans la même rue à Bordeaux, rue des Lièges, exactement. Et ils ont entendu toute leur enfance les voisins, les amis plaisanter en disant ces deux-là, on les mariera. Ils ont toujours dit non quand ils étaient plus petits. Et quand ils ont commencé à être, je pense, enfin, j'ai pas vraiment d'âge en tête, ils se confiaient pas beaucoup non plus sur ce genre de choses. Mais je pense à l'adolescence, voilà, ils ont commencé à se plaire mutuellement, je pense. Et donc, ils ont commencé à échanger. À l'époque, donc, il n'y avait absolument pas d'autres moyens que de s'écrire et parfois de s'offrir des photos. Et ils ont commencé donc à échanger des messages secrets qu'ils cachaient sous des pierres parce que leurs familles respectives n'étaient pas très emballées par l'idée qu'ils se fréquentent. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai aussi que c'était deux familles assez différentes et à la fois assez semblables, des couples mixtes de par leur origine, des deux côtés. Et pour autant, c'était pas quand même le même niveau, je pense, j'imagine, même niveau social, ou en tout cas pas les mêmes codes, et du coup, ils n'ont pas trop aimé l'idée au départ. D'accord. Et donc, derrière une de ces photos, j'arrive donc à la fin de mon histoire, derrière une de ces photos, donc ma grand-mère s'appelait Gilberte, donc pas du tout Gina, et en fait, quand elle était toute jeune, elle signait, je pense, par coquetterie, et peut-être parce que mon grand-père l'appelait comme ça, elle signait derrière les photos « Ta Gina ». Et du coup, j'ai trouvé ça très beau. De toute façon, j'avais très envie de les associer à ça, même si au départ, c'était pas grand-chose, mon blog, hein, c'était juste des partages, voilà, des fêtes d'anniversaire qu'on organisait, des choses comme ça. Et donc, du coup, j'ai décidé d'appeler le blog Gina et compagnie, parce que eh bien, c'est elle qui nous a transmis le goût de faire à manger, de faire de la couture, de faire de la broderie, de faire des choses. On a toujours fait des choses avec elle. Et tout ce que j'allais partager sur le blog, ça m'a ramené forcément à ça, à elle. Et donc, la compagnie, c'est nous derrière elle. C'est-à-dire, on la continue un peu, même si elle est plus là avec nous. Et dans cette compagnie, j'englobe ma sœur qui est aussi créative. Et j'englobe ma maman, j'englobe mes enfants, voilà. J'englobe tout ce qui vient après elle, en fait. Ouais, d'accord. C'est une chouette histoire. Voilà. Les pseudos ont rarement une origine aussi, tu vois, enfin pas importante, mais tu vois, on pas forcément toujours un sens aussi important. Écoute, en tout cas, je pense que ça me définit. Le sens, pour moi, c'est important, du coup. Ouais. C'est très, très important. Et j'arrive pas bien à faire les choses sans y mettre du sens et sans y mettre ce genre d'implication. En tout cas, pour moi, tout ce que je fais, en tout cas, ça résonne sur des choses importantes ou en tout cas qui font sens pour moi. Je sais pas si c'est clair, mais si, ouais. Je sais pas faire comme ça. Ouais. Voilà. Ok. Alors aujourd'hui, donc
comment tu définis ton activité? Est-ce que tu vis à temps plein de tes créations? Est-ce que tu as une activité salariée qui n'a rien à voir avec la créativité à côté? Voilà, raconte-nous un peu. Ouais, je vais raconter ça. Alors c'est assez particulier parce que je suis encore à un stade où je sais pas trop me définir, mais je vais peut-être expliquer pourquoi. Jusqu'à ce que j'ai mon second petit garçon qui va bientôt avoir 3 ans, j'étais salariée. Je travaillais dans la fonction publique territoriale. Je m'occupais de centres de loisirs, pour faire simple. D'accord. On y reviendra peut-être si on parle d'où j'ai commencé, mais en tout cas, voilà, je faisais ça. J'avais un travail assez de bureau, on va dire. Bon, bref, voilà. Quand je suis, pendant la période où j'attendais Martin, donc mon second petit garçon, j'ai été très rapidement arrêtée pendant cette grossesse. Et on m'a proposé, un peu avant que je sois arrêtée, d'animer des ateliers sur Toulouse. Donc c'est une boutique toulousaine qui s'appelle Fifi Joli Pois. Qui m'a contactée par les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, qui m'a dit on voit ce que tu fais, on aimerait bien, est-ce que tu serais d'accord pour animer des ateliers crochet? Donc j'ai dit oui. Et à la base, on a fait ça sous le mode associatif parce que de par mon statut, etc., je pouvais pas vraiment être à mon compte. Donc on a, je dis on parce que avec mon mari, ma sœur, etc., on a monté une association pour que je sois petite couverte. Pour que je fasse dans les règles, etc. Donc, on a monté une asso. Je ne me rémunérais pas sur cette activité. C'était vraiment du réinvestissement dans du matériel, etc. Et donc, on a déménagé à Marseille en janvier dernier, donc il y a 1 an. Et c'est tout frais. c'est très récent. Et donc, on va dire que quand on a discuté de ce déménagement, moi, j'étais pas spécialement emballée, pas parce que j'aime pas Marseille, bien au contraire, mais parce que j'avais ma vie à Toulouse et que ça m'allait très bien comme ça. Et donc on va dire la petite condition que j'ai mise à ce départ, en tout cas ce que j'ai demandé à mon mari, à Mathieu, je lui ai demandé de pouvoir essayer de vivre de ce que j'aime. Donc ce que j'aime, ça englobe plein de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai un statut indépendant, donc je peux travailler et essayer en tout cas de vivre de mes créations, mais pas que de ça. Et donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, je ne peux pas vivre que de ça, mais de notre famille et le travail et le poste de mon mari me permettent de prendre le temps d'avancer et de construire des choses. Donc ça, c'est quand même chouette. Donc je sais que je suis chanceuse de pouvoir faire ça et de pouvoir tester et que c'est pas grave si ça fonctionne pas au final. Mais voilà, donc je ne pourrais pas pour l'instant en vivre en autonomie, on va dire, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Donc effectivement, je fais des créations, tu l'as dit, que je vends. Pour l'instant, c'est un peu à la demande, un peu comme ça. J'ai pas encore de boutique en ligne, mais j'aimerais bien arriver à ça. J'anime aussi des ateliers, donc en ce moment c'est un peu compliqué. Mais on arrive quand même à faire des choses. J'ai travaillé pendant le confinement avec iMake, qui m'a, comme beaucoup d'entre nous, qui nous ont proposé de nous rémunérer pour animer des ateliers live sur les réseaux. Là, récemment, il y a des boutiques marseillaises qui ont une configuration assez, on va dire, facilitante, avec de l'espace, avec des conditions d'hygiène, des conditions de distance, etc., qui font que j'ai pu en animer 2 là depuis la rentrée. Donc ça fait aussi partie de mon travail. Je crée aussi du contenu pour des marques, des visuels, des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais plein de choses en fait. J'ai écrit un livre cette année. Voilà. J'ai écrit un livre. J'ai plein de projets, donc j'arrive pas très bien à me définir. J'ai mon entreprise. Mais je fais plein de choses en fait. Je ne fais pas que broder, même si c'est quasiment l'essentiel de mon activité, mais je fais aussi des choses qui gravitent autour en fait. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Bah si, complètement. Hyper bavarde. Non, heureusement que tu es bavarde, sinon... imagine si tu me répondais oui et non seulement à mes questions, ça serait horrible. Ça serait moins drôle pour ceux qui écoutent, ça c'est clair. Exactement.
Bon, donc, et alors, tu t'es mis en disponibilité ou tu as démissionné de ton poste Non, d'impression? alors, honnêtement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de chance parce que la conjonction des choses a fait que c'est, je pense, la situation, en tout cas pour nous, c'est la situation idéale. C'est-à-dire que comme mon mari Mathieu a été muté, j'ai pu me mettre en disponibilité de droit. Donc, D'accord. on n'a pas pu me la refuser Mmh. parce que j'ai suivi mon époux. Mmh. Et du coup, ça me permet de tester mon activité clairement. Hein. Parce que bon, D'accord. je suis tenue de rendre des comptes à mon employeur en disant voilà, ce que j'ai fait d'ailleurs, voilà, je monte une auto-entreprise pendant le temps de ma dispo, voilà. Ils ont un droit de, entre guillemets, je sais pas si c'est un droit de regard, mais en tout cas, il faut qu'ils en soient informés. Et puis du coup, ce qui me permet peut-être dans 2 ans de dire bon stop, on arrête tout, je reprends mon boulot d'avant, voilà, comme avant. Ça, c'est, D'accord. je pense que c'est quand même une situation assez confortable et assez idéale pour se lancer. C'est ce qui nous a fait aussi clairement nous décider, enfin en tout cas c'est ce qui m'a convaincu de partir en fait. Oui, Je me oui, suis oui, c'est dit sûr. peut-être l'alignement, moi je crois beaucoup à l'alignement des choses. Tout d'un coup ça devient très clair et puis là c'était le boulevard quoi. Je me suis dit bon ok t'as pas envie de partir de Toulouse, t'as pas envie de quitter tes amis, ton environnement créatif parce que Toulouse c'était très riche aussi pour ça. D'accord. J'avais mon réseau, voilà, je faisais beaucoup de choses. Mais je me suis dit, c'est aussi peut-être l'opportunité de faire d'autres choses et de sauter le pas du livre. Clairement, ça a été quasi simultané. On est parti, j'ai envoyé mon projet à la maison d'édition, ça a été validé tout de suite et donc voilà, clairement ça. Si on était resté à Toulouse, il aurait fallu que je retourne travailler. Donc ça, voilà, Ouais. j'aurais peut-être eu plus de mal à écrire un livre. Et voilà, ça me permet, oui, de tester mon activité, de me tester sur plein de domaines qui me plaisent et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Bon, bah, c'est génial. Ouais. Et alors, raconte ce livre, parce qu'en plus, là, tu m'as donné une super transition. Moi, j'adore quand c'est pas les maisons d'édition, tu sais, qui viennent te chercher, Ah parce oui. que du coup, c'est le contre-exemple parfait, parce que ça arrive quand même peu souvent finalement, où c'est l'autrice ou l'auteur qui va démarcher entre guillemets les maisons d'édition. Alors raconte comment ça Alors s'est passé. je vais te raconter parce que tu vas aimer cette histoire, c'est sûr, parce que là aussi c'est une histoire un peu, voilà, c'est un alignement aussi de choses. Donc en 2019, je suis allée sur le salon Création et Savoir-faire Ouais, avec des. bon, on s'est Donc pas croisés. on s'est pas croisés. Non, j'y étais aussi, mais on s'est pas croisés. Non, on aurait peut-être pas. Enfin, moi, je t'aurais pas reconnu de toute Ah bah façon. non, mais bien Mais sûr. toi, peut-être pas non plus, certainement. Mais bon, avec le monde aussi, voilà. Non, non, oui, oui. Et donc, je suis partie en train avec Barbara. Et Barbara, je l'appelle l'accoucheuse de rêve. En fait, c'est une personne qui, de par son activité professionnelle aussi, aide les gens qui ont un projet, quel qu'il soit, à aller, enfin, en tout cas, à tester la possibilité de ce projet et à aller au bout si c'est possible. Donc elle était avec moi dans le train, elle venait avec moi au salon et on discute, je sais plus comment c'est venu, mais on discute voilà de l'éventualité d'écrire un livre. Et je lui dis ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, mais moi je suis personne voudra éditer mon livre, de toute façon personne me connaît, c'est mort quoi. Et donc elle me dit Mélanie, je suis pas d'accord. Moi, j'ai déjà essayé, j'ai déjà envoyé des projets à des maisons d'édition. Si tu veux, je peux t'accompagner pour voilà, pour monter un dossier et pour au moins les démarcher. Donc on parle de ça dans le train. On arrive donc le vendredi sur le CSF et le vendredi soir on s'était inscrites toutes les deux à un atelier animé par Julie, Julie Adore que tu as déjà interviewé. Tout à fait. Qui me connaissait un peu parce on s'était vu l'année d'avant et puis on échangeait pas mal sur les réseaux aussi toutes les deux par message privé ou même par commentaire. Et donc on va à cet atelier avec Julie, atelier de collage, atelier que j'adore, enfin moi j'adore. Hein. Les choses avec Julie c'est toujours chouette. Et pendant cet atelier, sans que je ne dise rien, elle se tourne vers moi avec son bel accent elle aussi et elle me dit, je ne sais pas l'imiter donc je ne vais pas l'imiter, mais elle me dit Mélanie, moi je te suis sur les réseaux, je trouve qu'en ce moment tu brodes beaucoup et moi je trouve que tu devrais écrire un livre.
Et en fait, là, le fait que Julie me dise, je trouve que tu devrais écrire un livre, c'est devenu presque possible, en fait. Ouais, je comprends, ouais. Elle en avait écrit 2, elle est quand même très connue dans le milieu créatif. Et là, je me suis dit, en fait, elle te dit qu'elle pense que tu devrais le faire. Donc peut-être c'est possible. Donc à la fin de l'atelier, je la remercie pour ça et je lui explique pourquoi. Et elle me dit, mais moi, je suis sûre, Mélanie, je suis sûre que ça marcherait, etc. Et le lendemain, donc le samedi, quand je vais au CSF, en fait, je ramène toujours quelque chose pour ma filleule, Tess. Et donc, j'avais prévu de lui ramener le second livre de Julie. Et Julie était en train de dédicacer les livres. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais aller lui faire dédicacer pour ma filleule. Et là, j'arrive, elle lève ses yeux vers moi et elle me dit, Mélanie, je te dédicace le livre, j'ai bientôt fini ma séance de dédicace, tu restes là, je te présente mon éditrice. D'accord. Donc là, j'avais tous mes paquets d'achats de place du salon, je savais pas quoi faire de ma peau, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Tu n'as rien à lui dire, tu n'as pas de projet, enfin, c'est encore abstrait, quoi, y a rien. Et donc, elle me fait passer derrière le stand, elle me dit, tu m'attends, je te présente. Et donc, elle m'a présenté à son éditrice, Aude, qui est devenue mon éditrice aussi. Chez Erol. Chez Erol, ouais. Voilà, chez Erol. Hein. C'est Erol, ouais. Et du coup, ben, Aude m'a dit, ben, envoyez-moi ce que vous avez dans la tête. Voilà, on a discuté même pas 5 minutes, hein, toutes les deux. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé ce que j'avais dans la tête. Et ben, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Trop bien. Donc, ce n'est pas moi toute seule comme ça qui ai choisi de démarcher la maison d'édition, mais en tout cas, j'ai été fortement encouragée à le faire par mes copines et Julie aussi, que je considère comme une copine quand même. Mais ce que je peux dire à ceux et celles qui écoutent et qui se disent, ben moi aussi j'aimerais bien écrire un livre et je suis sûre que personne voudra, eh ben allez-y, envoyez vos idées aux maisons d'édition parce que en fait j'ai appris plus tard qu'ils étaient toujours en recherche de nouveautés finalement. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas connu entre guillemets, que ce soit sur les réseaux ou même voilà, enfin dans certains milieux, que ce sera un non. Donc si vous avez une idée, si vous avez envie de le proposer, ben allez-y. Exactement, t'as raison, j'adore son histoire. Merci. Ah ouais, non, c'est génial. Donc, ce livre a une marraine, enfin a des marraines, mais il en a une en particulier, c'est Julie, parce que elle a été le facilitateur, on va dire, en tout cas le lien entre mon rêve que Barbara me proposait de m'aider à réaliser et la possibilité de le réaliser en fait finalement. Ouais, puis alors ça s'est fait dans un mouchoir de poche quoi, le timing. Oui, parce que ben la semaine d'après j'ai envoyé un mail donc à Aude, à mon éditrice, pour pas qu'elle m'oublie parce que je me suis dit elle va m'oublier. En fait, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit elle va m'oublier parce que bon, il y a pas que moi non plus. Donc donc je lui ai envoyé un mail en lui expliquant qu'on était en plein déménagement, que j'allais pas lui envoyer quelque chose tout de suite, mais que je ferais dès qu'on serait installé. Elle m'a dit OK, le timing est bon, je le présenterai en février au comité d'édition, donc j'attends. Enfin, il n'y avait pas que moi, hein, mais j'attends le projet. Et donc, ben, quand on est arrivé à Marseille, on a emménagé en une semaine top chrono parce que je voulais que mes enfants arrivent dans un lieu déjà familier, entre guillemets, avec des repères, avec une vraie chambre, etc. Donc, en une semaine, on a tout installé. Et ben, la semaine d'après, avec mon petit Martin dans les pattes parce qu'il n'allait pas encore à la crèche, j'ai pendant plusieurs semaines travaillé sur mon projet et je l'ai envoyé dans les temps pour être présenté au comité d'édition de février. Bon, bah génial. Voilà. Et alors, il y a quoi dans ce livre et il sort quand? Alors, ce livre, j'ai pas de date précise, mais ce que je peux dire, c'est que normalement, il va sortir au mois de mars, si tout va bien, si tout se goupille bien, au printemps, à mon avis. J'ai pas de date précise, mais on est vraiment sur la dernière ligne droite des relectures, etc. Donc, c'est hyper... Enfin, c'est une très belle aventure, vraiment, du début à la fin. C'est très perturbant, mais c'est formidable. Donc là, on est sur la relecture, et dans ce livre, eh ben, il y aura de la broderie et de la broderie, voilà. D'accord. Et voilà, et j'en dis pas plus parce que je garde le suspense, mais bon voilà, c'est un livre de broderie. D'accord. On va dire, enfin, voilà, avec plein de projets dedans. D'accord.
Bon, Voilà. eh ben écoute, génial. Donc oui, donc ça se rapproche là. Oui, ça se rapproche, ouais. Ouais. Et donc t'as mis combien de temps à le préparer? À l'écrire ou... Oui, à l'écrire entre le moment où t'as signé le contrat d'édition et puis le Ouais. moment où tu l'as rendu, il s'est passé combien de temps? Ben, il s'est passé 9 mois. Ouais, bon, Voilà. classique entre guillemets, j'allais dire, ouais. Voilà. C'est Comme pour... toujours, c'est ça, c'est toujours la Mais, référence. c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Hein. C'est Ouais, vraiment... ouais. c'est vraiment ça. Ouais, non mais je pense que c'est pas cliché parce que tout le monde fait le parallèle en fait entre Ouais. un bébé et Ouais. l'écriture d'un livre parce qu'au final c'est quand même ça, t'accouches un peu quand même de quelque chose quoi. Oui. Après, je pense que bon voilà, il y a tout type de livre et c'est pas comparable avec un roman par exemple ou des choses comme ça, mais Ah bien oui, sûr. quand tu accouches de quelque chose en fait, ouais, c'est ça. Génial. Eh ben écoute, un beau projet pour lancer 2021 en tout cas. Oui. Bon, et alors comment tu as commencé justement la création tout à l'heure, tu nous as glissé quelques mots, ça a commencé au moment de non parce que du coup tu étais plutôt dans les bureaux quand tu parlais des Ouais, centres de ouais. loisirs. Ouais. Donc En t'étais fait, pas animatrice alors, j'ai commencé par le bas, c'est-à-dire j'ai été animatrice pendant très longtemps. D'accord. Et après, petit à petit, voilà, je suis devenue, au final, j'ai été directrice de structure et après j'ai été au-dessus, enfin, en tout cas, on appelle ça coordinatrice d'un secteur de la ville de Toulouse. Mais comment je suis venue, tu veux dire, à quoi? À la création au sens large. Alors, ben, en fait, je pense, donc je vais encore raconter un truc pendant un diplôme, mais ça, c'est très moi, ça, voilà, je sais pas faire court. Mais je pense que ça remonte à l'enfance. Enfin, enfin, voilà, les gens qui me connaissent, ils savent, mais je relie beaucoup de choses à ça, à mon enfance. Nous, on a grandi, je dis nous parce que j'englobe ma sœur, hein, tu l'as compris, tout le temps. Mais on n'est pas jumelles, mais bon, voilà, Pas loin. pareil. C'est pareil. En fait, on a grandi dans une maison dans laquelle les gens faisaient des choses. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle faisait de la couture, elle faisait du tricot, elle faisait de la broderie, elle faisait du canevas, elle faisait à manger, elle faisait plein de choses en fait. Ouais. Mhm. Ma maman aussi, du coup, couture, canevas, pointe de croix, tricot. Ma mère tricote plus vite que son ombre, c'est assez hallucinant. Non mais c'est assez hallucinant, vraiment. Elle va très très vite. Enfin, elle tricote très vite. Donc déjà, je pense que ça part de là, parce qu'on nous a toujours fait faire des choses. Hein. Le Ouais. mercredi, mamie, nous avec ma sœur, on n'a jamais été ni en centre de loisirs, ni chez une nounou, ni en colonie de vacances. On a toujours été avec ma grand-mère, donc elle nous faisait faire des choses. On faisait, on faisait je sais pas, des sujets en plâtre le mercredi après-midi. Après, on faisait des beignets avec elle. Quand c'était le moment de carnaval, c'était juste magique parce que, enfin, pour nous, en tout cas, pour nous, petites filles, c'était magique parce qu'on nous disait, tu veux être déguisée en quoi? On disait, je veux être déguisée en princesse avec, je sais pas, enfin, des nœuds, de tout ce que tu veux. On nous amenait au magasin de tissus à l'époque qui était tout petit et on nous laissait choisir. C'est-à-dire, on nous disait, vas-y, enfin, voilà, on nous montrait un peu ce qui était possible. En général, c'était les satins tout simples de carnaval. Hein. Pour nous, c'était des trucs magiques, mais c'était pas plus, on va dire, pas plus alambiqué que ça. C'était vraiment les tissus premier prix, j'ai envie de te dire. Mais on nous disait choisis la couleur que tu veux, ça brillait, c'était voilà. Donc on a eu foultitude de costumes. Chaque année, on pouvait choisir ce qu'on voulait. Et en fait, ma maman et ma grand-mère, elles faisaient ça ensemble sur la table de la salle à manger. Elles étalaient le tissu, elles coupaient un peu comme elles pouvaient. Soit elles avaient des patrons, soit elles en avaient pas. Enfin voilà, c'était vraiment ça quoi. Oui, Et donc t'as baigné là-dedans quoi. ouais. Alors c'était pas tout le temps quotidien. Hein. Elles se faisaient pas leurs vêtements par exemple. Mais nous, enfin moi je garde des souvenirs très forts de ça en fait. Et bon, on fait un peu comme on peut. Enfin, voilà, on n'a pas trop de patrons, mais on va prendre un pantalon à toi pour voir, et puis on va couper comme ça. Et en fait, très tôt avec ma soeur, on nous a mis, je t'ai dit, on faisait plein de choses, et on nous a mis des canevas dans les doigts. Moi, j'en ai fait plein, ma soeur en a fait aussi. Et après, à 8 ans, je pense, enfin, je dis 8 ans, mais oui, je pense que c'est ça. Ma maman nous a proposé de broder un abécédaire au point de croix, chacune. Le même, mais pas de la même couleur. Donc moi, je l'ai brodé en rouge et ma sœur en bleu.
C'était un abécédaire qui était dans le magazine Avantage, qui s'appelait, parce que j'ai retrouvé du coup, qui s'appelait Jeux d'enfants. Et on l'a brodé toutes les deux. Ma maman nous a appris le point compté, en fait. On comptait carré, etc. Donc ça, c'est ma première expérience de broderie dont je me souviens. C'est celle-là. Et après, pendant des années, j'ai plus du tout brodé. J'ai fait des choses, voilà, mais en fait, pendant très longtemps, je ne me suis pas considérée comme la créative de la famille. Pour moi, la créative, c'était ma sœur. D'accord. Elle a fait une école de stylisme. Ma sœur, quand on sortait en boîte, 2 heures avant, elle découpait un jean, elle en faisait une jupe et c'était trop beau. Enfin, voilà. Pour moi, c'était ma sœur la créative et moi, j'étais, on va dire, la sérieuse, celle qui a un travail, voilà, sérieux. Voilà. C'était pas moi, la créative. Pas du tout. D'accord, ouais, c'est marrant. Et puis, je suis revenue un peu à ça quand j'étais enceinte de mon premier garçon. Parce que je me suis mise au crochet, parce que je voulais à tout prix lui faire un doudou au crochet, parce que j'étais tombée en amour d'un modèle de Lali Lala, et je voulais à tout prix lui faire moi. Et donc je me suis mise au crochet comme ça. Après j'ai crocheté sans arrêt, tout le temps. Je crochetais beaucoup. J'ai un peu, beaucoup ralenti même ces dernières années, mais j'aimais beaucoup ça. Et quand j'étais donc enceinte de Martin, j'animais des ateliers crochet, du coup, pas du tout broderie. Et à l'approche du mois d'avril, Pascal, qui est la présidente d'une association qui s'appelle Ninou, qui s'occupe d'enfants autistes et de leurs loisirs en l'occurrence. Elle s'occupe, c'est une association qui permet aux enfants autistes d'accéder à plein de types de loisirs. Voilà, ils font des sorties, ils font des ateliers, etc. Et donc Pascal, normalement, organise chaque année à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme le Happy Blue Day à Paris. C'est pareil, c'est un événement avec des animations, des ateliers pour les enfants autistes ou non d'ailleurs. Au contraire, c'est justement pour parler de l'autisme, pour faire se rencontrer des milieux qui se rencontrent pas forcément, faire des choses aux enfants ensemble, autistes ou pas, voilà. Et donc, Pascal me contacte par les réseaux. À l'époque, je brodais plus du tout. Et elle me dit, Mélanie, on fait une vente de création à l'occasion du Happy Blue Day. Est-ce que tu voudrais bien broder la phrase qui est la phrase phare de l'association? Donc, c'était Love is the message. Et super, mon accent anglais, tu vois. Bon, on a tout à fait compris, t'inquiète. Oui, t'as compris, bon, ok. Dis la nana qui a quand même passé plus d'1 an aux États-Unis, tu vois, mais bon. Et donc, du coup, elle me demande si je veux bien. Et donc, bon, les gens qui me connaissent savent, je dis rarement non à ce genre de truc, donc je dis oui. Et je me dis, bon, ben, tu vas y arriver, tu vois, tu vas y arriver. Et en fait, j'ai été m'acheter un bouquin avec juste des points de broderie dedans. Et j'ai dessiné ce que je voulais broder et j'ai réussi à le broder toute seule. Génial. Et du coup, je me suis dit, bah attends, bon, j'ai trouvé ça chouette. Je l'ai montré sur les réseaux, évidemment. Les gens ont trouvé ça chouette. Et puis après, quand il s'est agi de préparer le trousseau de naissance de Martin, ben, j'ai voulu lui broder son body de naissance. Et j'ai trouvé ça génial. Et puis après, je me suis plus jamais arrêtée. Voilà. Mais c'est marrant comme quoi la créativité ou la création revient souvent pendant la maternité. Ben oui, Ça te fait ça. Enfin, t'as eu d'autres retours comme ça? Ben, en tout cas, tu vois, quand j'écoute soit des podcasts, soit des interviews, que je lis des interviews dans des magazines plutôt créatifs, etc., c'est vrai que c'est pour les femmes, en tout cas, c'est souvent à ce moment-là. Mais je pense que c'est peut-être aussi un temps où on n'est pas à faire autre chose et du coup, peut-être ça développe cette part de créative. En tout cas, moi, c'était ça, en fait. Comme j'ai été très tôt arrêtée, ben, j'ai eu plein de temps, en fait, à combler. Donc, je me suis reposée, bien sûr, mais je pouvais faire avec mes mains, Oui, c'est ça. ça me donnait pas de contraction, quoi. Donc, Sur le canapé, ça marche. Ouais, ça marche, ouais. Voilà. Donc, je faisais beaucoup de crochets, mais du coup, la broderie est venue s'inviter là-dedans. Et voilà, ça a pris le pas clairement sur tout le reste. Voilà. Ok.
Bon bah écoute, c'est génial. Et alors maintenant, est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu les collaborations que tu fais, ce que tu es en train de mettre en place. Justement, tu parlais d'une boutique en ligne, etc. Comment Ouais. tu envisages qu'est-ce que tu fais déjà aujourd'hui au niveau justement de la broderie? Je pense aux trousses que tu as brodées en partenariat avec la marque de cosmétiques Ducré. Oui, en fait, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont arrivées, j'allais dire avant le confinement, mais oui, c'est ça. Il y aura avant et après. Donc en 2019, j'ai rencontré Christelle lors d'ailleurs d'une Mum to Be Party qu'elle organise. En fait, les Mum to Be Party, c'est une initiative à destination des mamans et des papas aussi. Et c'est pour décomplexer la parentalité, c'est pour parler de plein de sujets. En fait, c'est des événements qu'elle met en place, soit elle seule, soit en partenariat avec des marques. Et donc, en 2019, elle a organisé une tournée Mom to Be Party, donc avec la marque Ducré, justement. Et elle m'a contactée pour que j'anime des ateliers. Et donc ça, c'est ce qui m'a fait me rendre compte que je pouvais peut-être vivre de tout ce que j'aimais faire, en fait, finalement, parce que il y avait des opportunités comme celle-ci, en fait. J'ai accepté, évidemment. On a fait cette tournée. J'ai animé des ateliers. Donc, en 2020, il devait y avoir une deuxième tournée avec Ducré à laquelle j'aurais dû participer. On avait été sur Paris, sur Lyon et à Toulouse. Et la deuxième devait se dérouler à Nantes et à Lille. Donc, je faisais partie de cette tournée-là aussi. Et comme elle n'a pas pu avoir lieu, et Christelle souhaitant maintenir quand même les contrats et les engagements qu'elle avait pris avec les différents partenaires, et bien au lieu d'apprendre aux mamans à broder sur la trousse de leurs enfants, c'est moi qui ai brodé les trousses Pour elle. Voilà. Ça a été notre façon de transformer le truc un peu pour que tout le monde s'y retrouve finalement. Et Ouais. voilà. Donc ça fait partie des contrats que j'ai pu avoir. J'ai travaillé aussi avec une marque qui fait des kits de broderie. C'est moi qui ai tourné les vidéos explicatives, qui ai brodé les modèles, qui ai aussi pris les photos et fait les visuels. Voilà. Donc ça fait partie des choses que je fais dans l'ombre en fait finalement. C'est pas des choses, sur lesquelles je communique sans cesse. Mais voilà, ça fait partie des choses que je fais dans l'ombre. J'ai aussi fait un shooting photo. Alors je suis pas du tout photographe, mais on me dit que mes photos sont jolies, donc il y a certaines marques qui me contactent pour que je leur fasse des visuels pour leur réseau aussi. Donc j'apprends aussi au fur et à mesure, et ça c'est hyper chouette. Mais du coup, je mets ma créativité au service de plein de choses finalement. Ouais, c'est Voilà. super chouette. Ouais. Et alors sur le côté entrepreneuriat pur, est-ce que vu que tu as dû écouter quelques épisodes, je pense que tu vois venir ma question. Vas-y. Est-ce que sur le côté, par exemple, pour fixer les prix, etc., dans les collaborations avec les marques, est-ce que tu étais à l'aise ou est-ce que c'était un peu compliqué? Est-ce que tu devines pas ma réponse? Aussi, je sais que c'est compliqué. Voilà. Donc c'est encore c'est encore compliqué pour moi, mais encore une fois, j'ai la chance. Enfin, moi, je me trouve hyper chanceuse en fait, mais souvent on me dit aussi que c'est parce que je le provoque, mais en tout cas, je me trouve très chanceuse. J'ai un époux qui est très, il est très cartésien, donc c'est un ingénieur. Donc lui, il n'y a pas de oui, mais attends, parce que je les aime bien. Voilà. Lui, il me dit, tu vas y passer tant de temps. C'est pas il faut que tu sois capable de dire ok, je le fais, mais ça vaut ça. Donc c'est compliqué parce que je pense que comme beaucoup quand tu fais des créations, si tu comptes autant que tu passes, c'est juste impossible à facturer quoi. Sur une broderie, mais par exemple les broderies des initiales, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une bonne heure de travail entre le moment où tu dessines le motif, tu coupes tes fils, tu les changes, tu peux pas dire moi je prends je sais pas 60 € de l'heure et c'est pour tout pareil, c'est pas possible. Tu vois, moi j'ai pas trop de mal à parler de chiffres, par contre j'ai pas honte de dire. Donc par exemple, tu vois mes broderies que j'ai pu vendre là en précommande, mes cœurs brodés,
Donc c'est une vieille gravure, une gravure ancienne qui est imprimée sur du tissu et qui est rebrodée par mes soins. Ben elle, je la vends 65 €. Ça peut sembler beaucoup, mais en fait sur chaque cœur, je passe énormément de temps en fait. Bien sûr. Donc j'ai essayé de trouver un prix juste en me disant de toute façon tu peux pas facturer autant que tu passes, c'est pas possible. Ça serait beaucoup trop cher. Donc c'est très compliqué, Ouais. à quantifier. Mais je disais que j'étais chanceuse parce que j'ai aussi grâce au réseau des liens avec des Instagrammeuses créatives depuis plus longtemps que moi, ou en tout cas qui ont une envergure différente de la mienne, qui ont pas peur aussi de parler de ça, et qui, pour 2 d'entre elles, m'ont prise par la main et m'ont dit, attends, moi je te dis combien je prends pour ça et combien je prends pour ça. Et ça, c'est hyper important en fait, parce que quand tu navigues à vue, tu sais pas. Et puis le danger, si tu sais pas, c'est que tu peux aussi un peu casser les prix finalement sans le vouloir. C'est exactement ce que j'allais dire. Et ça, je le dois à ma prof de crochet à l'époque. Tu vois, j'étais loin de penser que je serais un jour auto-entrepreneuse, moi aussi. C'était il y a 6 ans. Il m'a dit un jour, si les gens te demandent de crocheter pour eux, ou si on te propose d'animer des ateliers, ne fais pas moins cher que les autres. Ça sera pas juste. Elle m'avait dit, c'est pas parce que toi, tu as une activité salariée à côté, il faut, voilà, ce que tu disais, qu'il faut casser les prix et dire, bon, moi, je te le fais pour 20 balles, parce que de toute façon, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vivent de ça. Donc effectivement, c'est hyper important de connaître ce qui se pratique, pouvoir s'aligner, voilà, en essayant de jauger si tu peux t'aligner au même prix, ou si ce que tu fais, c'est peut-être un peu moins cher parce que, je sais pas, tu fais un peu moins, enfin voilà. Donc moi, je trouve que c'est hyper important. Et là, j'ai envie de dire le mot, mais c'est vraiment de la sororité gratuite. En fait, il y a pas d'autre mot. C'est de la sororité, de la bienveillance. Bon, c'est les mots à la mode, mais c'est la réalité. Je pense à Cécile, Poulette Magique, qui me conseille beaucoup. Je pense à Camille, Rita Le Chat, qui a été de bons conseils, et ça, c'est chouette de tomber sur des gens. Parce qu'en fait, je les connais pas vraiment, ces filles-là, on s'est jamais trop vues, finalement, et elles pourraient aussi me dire, attends, moi, j'ai pas envie de partager ça avec toi. Mais elles le font, et ça m'aide, en fait, du coup. Ça m'aide aussi à me positionner, et moi-même peut-être un jour à aider quelqu'un d'autre à pouvoir se lancer, ou en tout cas pouvoir en parler sans complexe pour pouvoir aider les suivantes, ou les suivants. Écoute, déjà à travers le podcast, tu vas forcément aider quelques personnes qui se posent des questions. J'espère. Mais c'est toujours un problème en fait, ces prix, et puis je sais pas si on peut en voir le bout. Je pense que oui, parce qu'il y a pas de raison sur le principe. Mais c'est vrai que comme c'est tabou, parler d'argent, je pense que c'est ça. Mais tu vois, par exemple, moi, là tout à l'heure, je parlais d'une mission que j'ai réalisée pour une marque. Bon, je la citerai pas du coup, mais le prix que je leur ai proposé au départ, c'était c'était pas assez en fait, clairement pas. Parce que le temps que j'y ai passé, tout ce qu'on m'a demandé de faire, c'était pas assez du tout. Et quand j'en ai parlé justement avec Cécile, elle m'a dit, mais Mélanie, il faut pas que tu te brades, il faut pas que t'aies peur, il faut que tu dises, voilà, moi je fais du bon travail, et mon bon travail, il coûte ça. Après, ce qu'il faut essayer de voir aussi, c'est, je disais tout à l'heure que le temps passé, c'est pas quantifiable, mais il faut essayer de se dire, voilà, combien de temps je vais y passer? Je vais y passer, je sais pas, je te dis n'importe quoi, je vais y passer bien 2 semaines pleines. Donc, il faut essayer de quantifier, tu vois, mi-temps, par exemple. C'est difficile, mais parce que c'est pas un travail salarié. On a aussi des charges sur ce qu'on facture, donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Bien sûr. Mais voilà, il faut essayer de se dire, moi j'essaie de réfléchir comme ça. J'essaie de me dire, voilà, là on me propose telle mission, j'essaie de quantifier. Alors moi je suis toujours en dessous, je dis toujours, ah mais non, mais ça va aller vite, et puis en fait pas du tout. Ouais, mais je pense que c'est un peu pareil, c'est souvent le piège. Voilà. Mais je pense qu'il faut oser dire, voilà, moi je le fais bien, je vais le faire bien, mais ça va prendre du temps. Ça peut pas être demain, quoi. Donc voilà, ça va prendre tant de temps. Je pense qu'il faut essayer d'être transparente le plus possible.
par exemple, moi, j'ai dit après à la marque avec laquelle j'avais bossé, ben voilà, moi je vous ai facturé ça, mais clairement c'était pas assez. Donc si on doit travailler ensemble encore sur ça, sur ce type de mission ou sur autre chose, eh ben ça sera plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pas eu peur de le dire maintenant. Peut-être que jamais je retravaillerai avec eux, mais c'est pas grave. Moi j'ai appris de ma bêtise en fait finalement. Enfin c'est pas une bêtise mais j'ai appris de ma candeur. J'ai dit un prix en me disant ça va aller super vite, c'est hyper facile pour moi. Eh ben oui c'est facile mais ça va pas vite parce que non ça va pas vite. Ouais. Mais voilà. D'autant que on peut aussi à mon avis, on peut aussi se dire qu'on peut proposer, admettons, je dis n'importe quoi, on va dire, Oui. pour telle mission, je vais proposer 500 €. Ouais. Si la personne en face, je veux dire l'acheteur, c'est pas vraiment un acheteur. Oui, le client, on va dire, ouais. Le client, si la marque derrière, le responsable marketing ou peu importe, ou le dirigeant de la marque dit non là c'est pas le budget qu'on avait prévu, et ben après c'est une négociation commerciale comme une autre finalement. Oui, c'est ça. La créatrice va dire alors soit quel est votre budget, ou alors écoutez du coup on peut on va peut-être pas faire une promo de Noël en plein mois de plein mois de juin, mais en gros c'est après dire voilà si le budget c'est 300, et voilà comment je peux adapter la prestation que ça aille à hauteur des 300. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller là, en fait, d'aller vers là. De dire, ok. Parce qu'en fait, ça, c'est aussi une conversation que j'avais eue avec Julie à l'époque. Décidément. Je vais lui dire qu'elle va être beaucoup dans ce podcast. Mais effectivement, quand on est créative aussi, on nous envoie du matériel, des choses comme ça. Et oui, c'est cool de parler d'une marque, etc. C'est chouette d'avoir des partenariats, mais c'est tiré vers le bas en fait si on dit ok moi je fais pour rien. Il faut bien le réfléchir. C'est-à-dire que moi il y a des choses que je fais et je suis pas rémunérée dessus. Et il y a des choses que je fais et où je me dis non mais là il y a pas moyen. Les choses que je fais souvent sur lesquelles je suis pas rémunérée, c'est quand je travaille avec soit des petits créateurs, et j'aime pas dire ce mot en plus, c'est nul, petits créateurs, mais des créateurs en tout cas qui sont en passe de devenir des grands créateurs connus, on va dire. Je sais pas comment le dire autrement, mais en tout cas, ou des marques que j'affectionne particulièrement, parce que souvent, ces gens-là, ils ont pas de budget pour ça, en fait. Je sais aussi, pour en avoir discuté avec des créatrices de bijoux, des créatrices, voilà, que maintenant, souvent, elles préfèrent travailler parce qu'elles estiment que l'influenceuse ou même la créatrice qui va, je sais pas, faire un shooting créatif, des bijoux, des choses comme ça, tout travail mérite salaire. Donc oui, on appelle ça une dotation. On va doter la personne de quelque chose, mais on rémunère aussi derrière. Donc je sais aussi que certaines créatrices et créateurs qu'on pourrait qualifier de petits, mais j'aime pas ce mot, enfin j'aime pas dire ça, ils ont aussi, ils comprennent aussi maintenant que le côté créatif, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ce côté-là, ça se rémunère aussi. Et il faut pas avoir peur de le dire en fait. Exactement. Après, je pense qu'il y a encore un petit manque de transparence de la part aussi des créateurs et des créatrices de contenu, à mon sens, sur cette partie dans les arts créatifs, mais c'est en train de se structurer tout ça. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi, tu vois, des agences qui se créent, qui travaillent sur ce sujet-là en particulier. Je pense à Bureau d'influence avec qui je travaille aussi, qui travaille avec des marques plutôt créatives. Et voilà, il faut aussi s'appuyer sur ça et dire les choses en fait. Voilà. Après, tu vois, je pensais à Cricut justement, moi, je suis pas rémunérée pour travailler avec Cricut, mais j'ai signé un contrat et je l'ai signé en connaissance de cause, tu vois. Donc, je sais ce que je dois faire et je sais jusqu'où je peux aller, je sais, et eux, ils savent aussi, tu vois. Enfin, je sais pas comment le dire. Si tu contractualises quelque chose, si la personne, la créative en question ou le créatif en question, il est ok pour dire, ok. Je vais travailler avec Cricut et je sais que pendant X temps, sur cette période-là, je signe le contrat, je vais pas être rémunérée, mais en échange, je reçois les nouveautés, les machins pour les tester, pour en parler à ma communauté. Voilà, en fait, parfois,
il y a des choses qui peuvent, je sais pas comment le dire. Il y a des avantages qui peuvent pallier à ça, à ce manque de oui, de rémunération directe. Pas tout le temps, mais parfois oui. Oui, oui. Je pense à, par exemple, une mise en avant, tu vois, par exemple, pour un créatif aussi, ou une créative, ça peut être, ben voilà, ok, je sais pas, une grande marque m'envoie, je te dis même des fils ou je sais pas quoi, mais en échange, ben ok, vous voulez pas me payer, mais je voudrais que, ben je sais pas, il y ait une mise en avant parce que vous avez une communauté plus importante. Enfin voilà, ça peut être aussi à ce niveau-là. Exactement. Je sais que ça fait pas manger, ça c'est ce que me rappelle mon époux régulièrement, mais ça fait partie du truc aussi. Parce que... Oui, du fonctionnement. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est évident. Et puis après, bon, il faut aussi se dire que finalement, on est tous que des humains et que quand CritCut t'approche et te dit, tiens, je vais t'offrir une machine et toutes les nouveautés qu'il y a régulièrement, etc. Ça doit être un peu chaud de se dire non, quoi. Bah en fait, après, je me dis, parce que bon, après quand même, tu vois, sur ce contrat-là, par exemple, tu as des attendus aussi de la part de la marque. Donc, il faut être ok pour dire, ben, ok, j'aurai que du matériel entre guillemets, mais je vais quand même devoir régulièrement communiquer dessus, montrer à mes abonnés, répondre aux questions de mes abonnés, parce que c'est ça aussi derrière. Donc, faut être ok. Après, du moment que t'es ok, ben ok, tu vois. Mais là, je prends cet exemple-là parce que là, contrairement à souvent, en fait, ben moi j'ai signé un contrat. Je sais que les autres aussi, mais moi j'ai signé un contrat. Du coup, ben voilà, j'ai accepté. C'est aussi ça. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas accepté, qui ont dit ben non, moi j'ai pas le temps pour ça, ou en tout cas je veux pas y consacrer du temps, tant pis. Mais ça empêche que, pour revenir à la question première, c'est important, comme tu disais, de pas se sous-estimer entre guillemets et se sous-évaluer son travail. Mais ça c'est hyper difficile à faire. C'est hyper difficile à faire. C'est clair. Mais bon, je crois que ça vient avec le temps, de toute façon, c'est un peu comme le reste. Et ça vient avec la confiance aussi. Parce que quand tu te dis... Enfin, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est, par exemple, quand Christelle m'a approché pour la tournée Mum to Be Party, elle m'a donné un budget. Elle m'a dit, voilà, je pourrais pas te payer plus que ça. Est-ce que toi, c'est OK? Est-ce que là-dedans, tu peux faire rentrer tes frais de déplacement tu vois, voilà. Et ça m'a aidé. Je me suis dit, ah OK. En fait, eux, ils me payent tant pour que je vienne à Paris et que j'anime un atelier de 2 heures. Clairement, c'était ça. Et le matériel, enfin, je devais me débrouiller pour le matériel. Mais voilà, j'avais trouvé un partenariat pour le matériel, etc. Donc, c'était pour moi, finalement. Et je me suis dit, ben, en partant de là, je peux peut-être, tu vois, jauger pour les fois d'après, quand on va me proposer... Bien sûr. Tu vois, c'est comme quand iMake nous fait faire... Enfin, je dis nous parce qu'on est nombreux, mais rémunère des gens pour faire des lives le week-end. Ben, du coup, le fait d'avoir... Là, c'est pareil, elle m'a dit, ben, nous, c'est tant le live. Est-ce que ça te va? J'ai dit oui. Ben, du coup, maintenant, quand on me propose des choses équivalentes, je sais à peu près, tu vois, j'ai quand même une jauge qui me permet de dire ben oui ou non, ou voilà. Donc, ça m'a aidé. Ouais, c'est sûr. Bon, donc de toute façon, ça se fait avec le temps, au fur et à mesure que la confiance monte aussi, et que voilà, ça s'installe dans la durée. C'est aussi du travail. En fait, moi souvent on me dit autour de moi, hein, dans mes proches, hein, je parle. Tu vois, par exemple, Mélanie, elle a une CritCut, ben elle a trop de chance. Ben non, en fait. Oui, j'ai de la chance parce que c'est à moi qu'on l'envoie entre guillemets. Mais c'est aussi du travail derrière. C'est pas juste de la chance. C'est pas juste je vais pouvoir m'amuser avec la CritCut. Voilà. C'est ok, oui. Tu dis que j'ai de la chance parce que j'ai cette machine et que finalement je l'ai pas payée. Mais ce qu'on me demande de faire à côté, c'est pas juste. Enfin, tu vois, il y a du travail derrière. Donc, je pense que voilà, ça vient avec le temps, tout, ça vient avec la confiance, mais ça vient aussi avec ce que l'énergie qu'on y met finalement, hein, parce que si on a, voilà. C'est ça. Ouais. Parce que ça te demande du temps une fois que t'as reçu. Là, par exemple, c'était les feutres. Chez toi, mais chez les autres, hein, les feutres, les Infusible Ink là. Mais donc ça te demande du temps au moment où tu fais le projet autour de cette nouveauté. Mais ce que ça rémunère aussi entre guillemets et pourquoi ils t'ont choisi toi, c'est toute la communauté que tu as réussi
voilà, à faire grandir au fur et à mesure des années ton blog, etc. Donc c'est pas voilà, c'est pas simplement à un instant T le travail, c'est aussi tout le travail passé. Oui, tout à fait, tu as raison. Et c'est vrai que moi je suis, je fais partie de celles qui sont fières de leur communauté, en fait, c'est un peu bête à dire, mais la mienne, elle a beaucoup augmenté là ces derniers mois, c'est vrai, mais je sais que j'ai une communauté, en tout cas pour l'instant, bienveillante, qui échange pas mal avec moi, donc ça c'est chouette pour quelqu'un qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et qui finalement a personne en face. Moi je travaille toute seule, hein, je suis toute seule toute la journée, donc c'est vrai que d'avoir des retours, moi souvent je le dis, on peut peut-être me taxer de dire ça pour faire bien, mais moi c'est ma plus grande récompense quand je vois quelqu'un qui mais même laisse un commentaire ou reposte ou alors brode un truc que j'ai proposé sur le blog et le poste. Enfin, voilà, ça pour moi c'est la récompense pour moi. Alors c'est sûr que ça me fait pas manger non plus, mais ça y participe et sans elle, je dis elle, mais il y a quelques hommes quand même, ils sont pas majoritaires, donc je dis sans elle, tant pis, ils s'englobent dans elle pour une fois. Mais sans elle, j'en serais pas là non plus. En fait, c'est sûr. C'est aussi grâce à elle qu'on me propose ce genre de choses. Et ça, faut pas l'oublier non plus. Exactement. Je fais une petite parenthèse pour les auditeurs. Pareil, parce que moi, je dis toujours auditrice. Oui. C'est toujours compliqué, en fait, parce qu'en fait, c'est tellement un univers féminin. Et puis, en plus, on est des filles. Donc, tu vois, on sait un peu, tu vois, le combat, point levé, féminisme, etc. Mais donc, on a toujours envie quand même de mettre les femmes en avant parce qu'on sait que c'est la condition des femmes est encore pas tout à fait acquise partout, par tout le monde, etc. Voilà. Et en même temps, on veut pas non plus faire aux hommes ce qu'on nous fait. Donc voilà, on veut inclure les hommes. Mais bon, effectivement, vous êtes minoritaire. Mais sinon, d'ailleurs, vous pouvez vous manifester et nous écrire. Parce que moi, voilà, honnêtement, je crois que j'ai 2 auditeurs qui m'ont contacté jusqu'à présent, mais c'est tout, quoi. Oui, donc, voilà, il faut se manifester, messieurs. Voilà, si vous nous écoutez et que vous êtes un homme, manifestez-vous. Bon, je ferme la parenthèse. Donc du coup, t'es hyper créative, on a bien compris, vraiment les arts du fil, etc. Mais tu as un autre talent, mais qui n'est pas caché, c'est la chanson. Ou le playback. Non, alors, c'est pas la chanson, c'est le playback. Exactement. Non mais ça... Alors celle-là, je l'avais pas vu venir, tu vois, comme question. Ah bah si, c'était obligé que j'en parle. J'avais pas du tout vu venir ça, tu vois. Alors raconte comment ça a commencé. En fait, c'était pendant le confinement, c'est ça? C'était pendant le confinement numéro 2, qui n'était pas un confinement pour moi, mais bon, enfin bref, on pourrait débattre 2 heures, mais en fait, au début de ce confinement, en fait, ça a commencé très bêtement, mais c'est très drôle. J'avais fait une vente de petits gris-gris au crochet, là, mes petits cœurs au crochet, et j'avais pris du retard dans mes commandes. Et donc, j'ai fait une story en disant, bon voilà, il y a eu un peu de retard, mais je suis en train. Et en fait, en faisant cette story, il y a la chanson de Céline Dion, Je ne vous oublie pas, qui m'est venue dans la tête. Et en fait, du coup, à la fin de cette story, j'ai dit et la story d'après, j'ai fait un playback sur cette chanson pour rigoler, quoi, en fait, juste pour ça. Parce que j'aime bien rigoler quand même. C'est vrai. Je suis très bon public, mais j'aime bien rigoler. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et en fait, ça a été repris par ma copine Sophie et puis par d'autres. Et puis, en fait, elle m'a dit, mais vas-y, on fait ça tous les jours. Et en fait, on fait ça tous les jours. On a fait le confit Céline. Donc, vous pouvez retrouver ça avec le hashtag, je pense. On a fait le confit Céline tous les jours du mois de novembre. On a fait je lançais le playback, c'est-à-dire je choisissais la chanson, c'était la surprise. Et après, celle qui voulait, je dis encore celle parce qu'il n'y a pas de garçons qui ont repris avec nous, mais celle qui voulait pouvait rejoindre le mouvement. Il y en a eu pas mal, c'était drôle. Et à la fin, on a fait un final formidable. Avec des montages et des effets spéciaux formidables. Mais c'était génial, c'était génial. Oui. Bon, de toute façon, voilà, t'es comme ça dans la vraie vie, tu te prends pas la tête. Non, pas trop. Enfin, en vrai, si je dois parler franchement, parce que en fait, moi, c'est ça que j'aime bien faire, que j'aime dire la vérité. Mais en vrai, je suis une très grande angoissée. Je suis très peureuse, je suis une ancienne timide. Mais c'est pas ça qui gagne, en fait.
Je choisis de pas faire gagner ça. Après, je suis un peu sans filtre, en fait. Ça peut dérouter certaines personnes. Mais je suis pas sans filtre, mais bon, je dis ce que je pense, voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un trait commun aussi de personnalité à beaucoup de créatrices. Cette sensibilité et c'est un peu ce fond d'angoisse. Ouais, peut-être. J'ai pas fait de stats, hein, mais j'ai. Mais tu en as entendu beaucoup, donc peut-être Oui. que tu peux déjà dire, toi, Ouais, à tous les gens dont tu as recueilli les témoignages. Ouais, mais je vais faire des stats entre ça et les enseignantes. J'ai eu beaucoup de créatrices qui se seront reconverties et qui étaient enseignantes avant. Voilà, donc je vais faire une petite infographie avec des stats. Ça peut être intéressant, effectivement. Non, tu vois, alors Par contre, c'est une vraie idée. Je me dis, tiens, est-ce qu'il y aurait pas matière à faire un livre avec ce recueil de témoignages Moi, je crois bien que oui, quand même. Hein, Aude, si tu nous écoutes. Oui, je lui dirai que je vais parler d'elle, donc mais oui, mais tu sais, tu peux le proposer. je te le dis. Non, mais voilà, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut pas. Si t'as une idée, même si peut-être on te dira non, je sais pas, mais non, mais bien sûr. Ah, mais moi, je suis assez genre comme ça. Bon, faut que ça mûrisse un peu dans ma tête, et puis après, je me lance. Parce que du coup, toi, t'as de la matière, là. Oui. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, je vais avoir un invité. Ah. On parlait des hommes, là, je vais avoir un invité. L'épisode juste après toi, c'est Zakadi. C'est Zach, j'allais le dire. Ouais. C'était évident. C'était évident que c'était lui. Bref, bon bah écoute, super, on a passé un bon moment à parler de tout, mais aussi du confit Céline, hein, c'était important. Ah oui, c'était très important. Je crois que c'est essentiel. Alors avant de conclure, j'avais juste une petite dernière question. Oui. Tu parlais de ta boutique en ligne tout à l'heure, c'est dans les cartons, tu comptes faire ça bientôt? Ben, j'aimerais bien faire ça bientôt parce qu'en fait, c'est toujours pareil. En fait, j'avais pas conscience qu'il y avait des gens qui voulaient acheter mes créations. Tu sais, c'est ce complexe un peu idiot là, de l'imposteur là, le truc dont tout le monde parle aussi. Mais c'est vrai que tu vois là, j'ai pris des précommandes de cœur et j'en ai quelques-unes. Et je me dis que ça peut aussi, parce que c'est aussi ça hein, le sujet, ça peut être aussi une source de revenus qui viendrait compléter d'autres choses, mais oui, en fil rouge. Vas-y. Non, je dis en fil rouge ou avec des ventes éphémères. Il y a beaucoup de créatrices qui fonctionnent comme ça, avec des ventes. Voilà. Tu te constitues un petit stock et puis après, quand tu es prête, tu les vends. Donc après, c'est tout bêtement, je pense que dans un premier temps, j'irai vers Etsy ou des choses comme ça, tu vois, des plateformes comme ça, pour mettre, par exemple, les cœurs ou les petits gris-gris pour faire des ventes, soit des ventes éphémères si je me sens pas d'honorer, parce que c'est aussi du temps, ça, hein, de traiter et d'honorer les commandes, tu vois, au quotidien, au fur et à mesure qu'elles arrivent. En tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est plus simple, à l'instant T, là où je le dis, c'est plus simple de faire des précommandes et d'arrêter et de dire je finis ça et après on voit si j'en refais. Oui. Parce que du coup le piège de la boutique en ligne c'est si tu mets le truc à dispo tout le temps en fait on peut t'en demander tout le temps du coup c'est le principe mais t'auras pas forcément le temps ou t'auras tu vois ce sera pas forcément le bon moment en tout cas j'ai pas prévu que ça devienne mon activité principale vendre mes créations. Je préfère tu vois axer sur les ateliers, sur les choses qu'on peut faire, les partenariats, les événements, les choses comme ça me tente bien. Les livres aussi, hein, parce que ça m'a pas dégoûté d'en écrire un. Je suis déjà prête à en écrire un autre, hein, y a pas de souci. Mais voilà, ça peut. Enfin, la boutique en ligne, j'y pense parce que ce serait plus simple en fait, plus simple pour moi. À organiser et puis je me dis que voilà aussi tout bêtement je vais parler un peu peut-être franchement mais quand il y a des creux de revenus ça peut être aussi l'opportunité de proposer des choses enfin voilà c'est ça aussi hein. C'est ça. Mais il y a plein de créatrices qui ont fait ça pendant les confinements aussi, hein, vu qu'il y avait plein de collaborations qui s'arrêtaient, des projets qui étaient en stand-by, etc. Et c'est le moment où elles ont relancé leur boutique en ligne aussi. Hein. C'est ça. Après, moi, j'aimerais aussi la boutique en ligne. Du coup, ça, c'est un truc qui me trotte pas mal dans la tête, mais j'aimerais aussi, tu sais, développer des kits parce que ça, on me le demande beaucoup. Donc, je sais que ça se fait beaucoup. Hein, il y en a plein. Bien sûr.
que je connais bien et que j'aime beaucoup. Mais tu vois, par exemple, le cœur, plusieurs fois on m'a demandé est-ce que tu comptes le décliner en kit, parce que je comprends bien que pour une brodeuse, acheter quelque chose de déjà fait, ça a pas tellement de sens, oui. Ouais. J'ai grandi avec une maman qui, quand on allait faire les magasins et quand on touchait un pull, elle nous disait non mais on l'achète pas ça, on va le faire. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pareil. Donc voilà, je pense que ça. En fait, je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est une première chose, et qu'il y a un public pour tout. C'est-à-dire que moi, dans ma communauté, par exemple, je sais qu'il y a des filles qui savent broder mais qui ont envie d'avoir une de mes créations, d'autres qui savent pas du tout broder mais qui du coup achètent des créations toutes prêtes, on va dire. Et il y a aussi celles qui me suivent parce que je propose des motifs régulièrement sur le blog, des choses en téléchargement gratuit souvent, et qui du coup ont envie de le faire elles en fait. Elles n'ont pas envie que ce soit moi qui le fasse. Et ça, je le comprends tout à fait. Donc, je fais un petit teasing là, je sais pas comment on dit, mais normalement le cœur devrait arriver bientôt en kit. Voilà. Génial. Voilà. C'est dans les cartons ça par contre. Donc j'espère au moins ouvrir la boutique Etsy pour ça, tu vois par exemple. Parce que ça pourrait aider dans la gestion des ventes, des paiements, tu vois, la facturation, tout ça, c'est le côté moins rigolo, mais voilà. Mais nécessaire, ouais. Voilà, le fait que ce soit sur une boutique, c'est plus simple aussi après. Et après, j'espère aussi continuer à me former pour avoir des talents de graphiste, tu vois, des talents de web designer. Enfin voilà, ça, c'est des trucs qui me trottent aussi pour que je sois autonome en fait. J'ai envie d'être autonome, parce que là, je le suis pas. Clairement, si je voulais si je voulais monter ma boutique en ligne à moi, il faudrait que je paye quelqu'un pour le faire. Et parce que c'est beaucoup de boulot et que voilà. Et ça me dérangerait pas de payer quelqu'un pour le faire, au contraire. Mais j'aimerais bien apprendre quand même à le faire. Voilà, donc ça c'est dans les projets, on va dire à un peu plus long terme, mais voilà. Ça fait partie des choses que j'aperçois au loin et que j'ai bien envie de faire. Génial. Et du coup, vous êtes fixé une deadline avec ton mari pour par rapport à, en disant, tu parlais il te reste 2 ans de disponibilité, c'est ça? En fait, moi là, j'ai posé 2 ans de disponibilité parce qu'on est donc plus sur Toulouse, donc j'ai suivi mon mari pour la mutation. En fait, j'ai demandé 2 ans parce que, j'aurais pu demander 3 puisque normalement on est censé rester à Marseille au moins 3 ans. On n'a pas vraiment de date, tu vois, de retour. C'est pas comme quand t'es muté à l'étranger, enfin pas muté, mais quand t'es comment on appelle ça? Expatrié. Voilà. Quand t'es un expat, bon souvent t'as quand même la date de retour, ou en tout cas là, on n'est pas expatrié, hein, on est juste. Pourtant Marseille, bon c'est un peu spécial quand même, hein, c'est très beau. C'est un pays. Ouais, c'est un pays. C'est très grand, c'est très vaste et voilà. Mais bon, c'est moindre mal parce que on aime beaucoup cette ville et on aime beaucoup la région autour et les régions qu'il y a autour. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais en fait, j'ai demandé 2 ans parce que justement, on n'avait pas cette date de retour. Si on reste plus, je peux prolonger ma disponibilité de droit puisqu'elle est de droit, puisque je suis je suis toujours ici pour suivre mon conjoint. Donc pour l'instant, j'ai posé 2 ans. En revanche, si on rentre sur Toulouse, là, il faudra que je fasse un choix. Il va falloir que je décide. On a eu cette conversation récemment d'ailleurs avec Mathieu. Il va falloir que je décide si, on va dire, je reprends à temps partiel pour dire, je garde sous le coude quand même une activité salariée, voilà, une activité salariée et une porte de sortie, ou si je dis, non, je quitte la fonction publique. Alors là, attention, si je quitte la fonction publique, mais bon, ça peut être ça aussi le choix, c'est je quitte la fonction publique pour ne faire que ça. Et après, voilà, ça dépendra de comment ça évolue d'ici là. Et c'est pour ça que je disais au début que j'avais de la chance parce que j'ai le temps aussi de voir comment ça peut évoluer. Donc il y a cette échéance comme ça, mais sans trop de pression non plus. Pour l'instant, il n'y a pas de pression. Pour l'instant, il n'y a pas de pression. Et après, j'ai envie de dire, ce qui me porte aussi, c'est que Mathieu me reconnaît dans mon activité actuelle. C'est-à-dire qu'il me dit pas, comme pourraient dire certaines personnes, pas que des maris, mais aussi des
des parents, des frères et sœurs ou des cousins. Il me dit pas, oui, bon, enfin, c'est pas un vrai travail ce que tu fais là. En fait, il reconnaît, parce que de toute façon, il a pas le choix, il y en a partout dans la maison. Donc il me reconnaît dans mon activité. Et pour ça, je lui dis merci parce que c'est ce qui aussi me permet de moi croire en ce que je fais. C'est-à-dire, si j'avais quelqu'un au quotidien qui me disait, en fait, c'est pas un vrai travail là. Là, tu fais ça pour t'amuser, puis quand on rentrera, tu reprendras ton travail et voilà. Et en fait, lui, je le remercie aussi de dire aux gens qui nous entourent, à nos amis, à notre famille, non, là, Mélanie, elle peut pas, elle peut pas faire ça parce que elle a beaucoup de boulot, elle a du travail. Voilà, il n'a de cesse de répéter ça parce qu'il sait que c'est très chronophage et que ça prend beaucoup de temps. Il a eu du mal à le comprendre au départ. Il a eu du mal à comprendre vers quoi je voulais aller. Au départ, c'était juste partagé sur les réseaux, il n'y avait rien de plus. Ouais. Et depuis quelques temps maintenant, il me reconnaît dans ça. Donc, je suis reconnue j'ai une reconnaissance entre guillemets de la part de mes proches. Donc, du coup, je pense que ça participe au fait que moi aussi je peux croire en ce que j'essaye de construire. Voilà. Ouais, je comprends bien. Et alors, si tu te présentes à quelqu'un ou lui te présente à quelqu'un, il dit que tu fais quoi? Il t'appelle comment? C'est compliqué parce que moi, même encore hier, j'ai eu un échange téléphonique avec quelqu'un qui me proposait une mission et qui me dit, mais en fait, toi, du coup, tu fais quoi? Et en fait, j'ai pas su répondre. C'est compliqué de résumer, mais ouais, c'est sûr. Du coup, je sais pas ce qu'il dit d'ailleurs. En fait, parce que je suis pas avec lui. Mais je sais que souvent, il montre mon compte Instagram aux gens quand on lui demande ce que je fais. Il leur dit que je sais pas s'il utilise le mot influenceuse ou créative, tu vois, je sais pas. Mais là, récemment, en fait, il leur disait que j'écrivais un livre. Donc ça, tu vois, pour lui, c'était un peu plus palpable. Pour les gens, c'est plus palpable. Mais et créatrice de contenu, c'est pas quelque chose qui te convient? Ouais, si ça peut me correspondre, ouais, effectivement. Je l'utilise de plus en plus. J'avais du mal à l'utiliser, mais je l'utilise de plus en plus quand on me demande. D'ailleurs, je crois que je te l'ai dit au début, tu vois. Mais si ça peut me correspondre, mais il y a aussi cette part de création, tu vois, d'animation d'atelier. Donc en fait, je sais pas trop comment me résumer. Je sais pas. Je suis créative, créatrice, je sais pas. Et tu sais qu'il y a encore pas longtemps, quand on me demandait ce que je faisais, ma première réponse avant d'enchaîner avec le reste, c'était je suis maman. J'aime bien. Donc voilà, parce que j'ai été la réalité, c'est que j'ai été maman au foyer jusqu'en septembre en fait finalement. Parce que c'est en septembre que j'ai monté que je me suis déclarée auto-entrepreneur, etc. Mais sinon, j'étais maman au foyer. Et du coup, j'ai eu du mal à passer sur le mode non mais en fait là tes deux enfants ils sont Marius il est à l'école, Martin il est à la crèche. Ça aussi pour moi ça a été une preuve aussi de reconnaissance quand Mathieu m'a dit mais attends, il faut trouver une crèche pour Martin. Tu peux plus le gérer et et travailler à côté. Parce que jusqu'à présent, c'était bon voilà, je fais des petits trucs à droite à gauche et voilà, bon il se trouve que l'écriture du livre s'est passé beaucoup pendant le confinement 1. Donc on était tous là. Donc j'ai écrit mon livre avec mes enfants dans les jambes, mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est possible hein. Mais du coup, je pense que Mathieu a vu la somme de travail que ça me demandait. Il peut-être entreaperçu que ça allait être aussi la porte ouverte à d'autres choses, enfin, que j'allais aussi peut-être après ça vouloir développer encore plus, ce que j'ai envie du coup. Et il m'a dit il faut trouver une crèche. Et moi au début j'avais plutôt tendance à dire mais non c'est bon. Je vais gérer. Ouais. Mais en fait, non, j'ai besoin de mes journées parce qu'en fait, encore hier, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me dit oui, mais quand les petits sont malades, c'est plus facile vu que toi t'es à la maison. Mais en fait, non, c'est pas facile. C'est pas du tout facile parce que moi, je prévois mes journées dans ma tête et du coup, ou sur mon carnet. Et du coup, non, c'est pas facile de tout lâcher parce que tout d'un coup, c'est toi qui redeviens la maman au foyer. C'est comme si t'étais... Enfin, finalement, ça change rien, c'est juste que t'es pas au bureau. Mais bon, plus personne n'est au bureau en ce moment. C'est ça. Donc, t'es à la maison et bon, on te dit, il faut venir chercher ton enfant. Ok, forcément, c'est moi qui vais, puisque Mathieu, tu vois, il n'est pas en télétravail à 100%, mais d'accord. On a encore... on apprend, nous aussi, à
c'est ce que j'ai mis dans mon post d'ailleurs de ce matin sur Instagram. On apprend parce que parfois pour Mathieu c'est pas clair, la façon dont je m'organise. Pour moi c'est pas clair aussi lui de son côté ce qu'il peut faire et pas faire. Enfin, tu vois, on apprend tous les deux à organiser notre quotidien, parce qu'ici en plus on est tout seul, on n'a pas nos parents, on n'a personne qui peut prendre le relais, donc on apprend aussi à organiser ce nouveau quotidien avec une maman qui est à son compte et qui travaille à la maison. Ouais. Parce que peut-être que si j'allais travailler, tu vois, je sais pas, dans un atelier, que j'avais un atelier, etc., ça changerait peut-être rien, hein. Peut-être que c'est moi qui irais quand même pour les urgences, ou qui garderait les enfants quand il y a des grèves, ou quand il y a des grèves de cantine, ou quand il y a des crèches fermées pour Covid. Enfin voilà, depuis le début de l'année 2021, c'est ce que je fais en fait. Mais du coup, j'explique aussi à mes garçons. Et bon, aussi ils peuvent pas ignorer, il y en a partout dans la maison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais du coup ils sont petits encore. Marius va avoir 6 ans dans 2 semaines, donc lui il commence à comprendre. Quand je lui dis maman a du travail, bon, ça l'ennuie bien sûr parce qu'il aimerait que je puisse m'occuper de lui, jouer avec lui tout le temps. Mais j'ai aussi, finalement la reconnaissance de mes enfants qui savent que là, quand je dis maman a du travail, on joue tranquille. Bon, c'est pas toujours facile, hein, je dis pas que c'est tous les jours les vacances, hein, pas du tout. Mais hier, par exemple, ils ont été super cool. Donc j'ai pu avancer, même si j'ai été beaucoup coupée, j'ai pu quand même avancer. Alors qu'il y a des jours où c'est juste impossible. C'est le lot de nous toutes qui sommes dans la même situation là. Et même des papas certainement qui travaillent à la maison quand les mamans sont à l'extérieur, voilà. Exactement. C'est le lot des parents qui sont qui travaillent à la maison. Ouais. Ok. Et alors tu me diras si t'es à l'aise ou pas, ou si ma question est un peu. Tu vois, le mode de fonctionnement que vous avez trouvé avec Mathieu, je trouve ça génial. Mais tu vois, c'est ce que je pense que tout le monde rêve, que son conjoint lui dise vas-y, on essaye, on est une équipe, et donc finalement mes revenus sont les nôtres, etc. et on partage tout. Oui. Je trouve ça vraiment parfait comme situation. Par contre, tu vois, c'est peut-être mon côté un peu féministe, alors je suis pas très engagée, etc. Mais tu vois, je me dis finalement, quelque part, est-ce que il y a parfois toi ou on, tu vois, de manière générale, on pourrait pas se dire aussi, attention, parce que là tu dépends peut-être entre guillemets un petit peu trop des revenus de ton mari, et donc tu vois, il y a une certaine indépendance que tu n'as pas trop finalement, quoi. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et si ta question c'est est-ce que je suis à l'aise avec cette question, ben oui, je suis très à l'aise, parce que moi aussi je suis de celles qui font entendre leur voix à ce sujet. Donc Mathieu d'ailleurs m'a fait cette remarque. Il m'a dit mais attends, ça c'est pas très féministe, tu vas dépendre de moi en fait. Est-ce que c'est ok, tu vois, enfin à force de m'entendre aussi défendre des choses, etc. Je pense que c'est pour ça que j'ai décidé de très vite gagner de l'argent et de pas attendre, de voir si ça marche ou pas. C'est-à-dire oui, notre argent, que ce soit le mien ou le sien, c'est le nôtre, c'est celui de la famille. Donc voilà, il n'y a pas de distinction. Mais clairement, oui, j'ai pas envie j'ai pas envie. Même si je peux le faire, je sais pas comment dire. C'est pas une situation subie, c'est une situation subie. Donc choisie à deux. Voilà, déjà c'est différent parce que quand Mathieu m'a fait cette réflexion, il m'a dit mais oui, c'est pas très féministe que tu ne puisses compter que sur moi. Je lui dis là c'est choisi, c'est pas comme si toi tu me disais je veux pas que tu travailles, je veux que tu t'occupes des enfants et c'est moi qui ramène l'argent, et voilà. Donc, voilà, ce qui a fait aussi qu'on est assez à l'aise dans cette situation, c'est que quand on a dû quitter Toulouse, on a vendu notre maison et on a un peu d'argent de côté, donc on sait qu'on n'est pas voilà. J'ai pas de honte, j'ai pas de honte à le dire. On a un peu d'argent de côté et on sait que si demain il y a une tuile, voilà, on peut aller piocher dedans. Voilà, on est vraiment dans une situation effectivement idéale, même si Mathieu ne gagne pas 5 000 euros par mois, ni 4 000 d'ailleurs. Mais voilà, parce que souvent on me dit ah oui, mais toi ton mari il est ingénieur. Oui, mais non, en fait ingénieur ça veut pas dire que tu tu gagnes 10 000 euros par mois. Voilà, c'est pas forcément un synonyme de très très gros salaire, même si on ne se, il se plaint pas de son salaire et moi non plus, hein.
c'est ce qui nous permet d'avoir un quotidien tranquille. Après, on fait pas d'excès non plus. Bon, en ce moment, en plus, tu peux pas vraiment en faire, hein, donc non, c'est au resto tous les jours, voilà. Mais voilà, on a une vie tranquille et je dois dire que je pense que voilà, ce qui aide, c'est ça, c'est qu'on a pris la décision à deux, que c'est pas une situation subie ni par lui qui pourrait dire non mais attends, elle a voulu tout arrêter là, elle part dans ses délires, voilà. Donc c'est pas subi par lui, c'est pas subi par moi. Et très vite, j'ai voulu gagner des sous, en fait. Et c'est pas grave de le dire, en fait. J'ai voulu très vite. Ah bah non, et puis c'est pas grave. Et encore une fois, je pense que c'est important de désacraliser aussi cette question de l'argent, que ce soit tabou, oui. etc. Ouais, complètement. Ah, bah, ça me saoule, quoi. Non, et voilà, c'est normal de gagner de l'argent, quoi. Ben oui. Oui. Et effectivement, ben voilà, moi je me suis dit, ben ok, y a des gens qui sont prêts à te payer pour ce que tu fais. Bon, jusqu'à présent c'était associatif, donc je pouvais pas vraiment me rémunérer dessus, comme je te l'ai dit. Mais ça payait du matériel, tu vois, enfin mes fils, mes tambours, etc. Ça, c'était réinvesti dans mon activité en fait. Et depuis septembre, même si je suis loin de pouvoir me sortir un salaire, et ben quand même j'ai de temps en temps quelques revenus qui me permettent de pas être totalement dépendante. Ouais. Non, mais puis bon, de toute façon, ça se construit avec le temps aussi. Oui, ça peut pas être tout de suite, ah ben je vis de ça, c'est bon, je peux être seule et m'autosuffire. Après, je dis pas que quand on est seul, on peut pas y arriver, hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Non, et puis bon. Je dis que ça peut être aussi, ben voilà, hein, c'est pas forcément, c'est pas parce que ma situation elle est idéale entre guillemets, parce que y a pas trop de risques, que il faut attendre la situation idéale pour y aller. Hein. C'est pas ça que je dis. C'est clair, t'as raison de le préciser, parce qu'en plus j'ai eu plein de créatrices dans l'épisode qui sont pas en couple et qui voilà, qui sont très épanouies dans leur activité, etc. Donc ça c'est vraiment chouette. T'as raison de le dire. Et après, effectivement, peut-être pour conclure sur le sujet, je pense que c'est ce que tu disais. Il faut que ce soit une situation choisie, assumée par les deux, et que ça tienne dans le temps aussi, et que peut-être qu'il faut juste encore une fois, peut-être prévoir aussi si à un moment donné les choses devaient changer dans le couple. Parce que tu vois, ce qui me fait peur aussi un petit peu ce qui me fait peur. Parce que évidemment, tu vois, je suis pas dans la même situation, mais je réfléchis à l'avenir et tout. Oui. Et je me dis, bah voilà, si un jour ça m'arrivait et que j'ai moins de revenus qu'aujourd'hui et que je dépends un peu plus de mon mari, et ben qu'est-ce qui se passe si on se sépare? Qu'est-ce qui se passe à la retraite? C'est clair. Oui, c'est clair. Voilà, donc c'est clair, c'est hyper important et c'est vrai que quand moi j'ai arrêté de travailler, enfin j'ai pris un congé parental parce que j'ai pas arrêté de travailler parce que je me suis occupée de mes enfants. Quand j'ai choisi le congé parental, parce qu'à la base c'est parti de ça, hein, j'ai choisi le congé parental de 2 ans pour Martin. Mon entourage, alors pas les très proches parce qu'ils nous connaissent bien, ils connaissent notre mode de fonctionnement, notre façon de voir les choses, etc. Mais mon entourage a dit à ma mère par exemple, mais elle est complètement cinglée et sa retraite, elle y pense. Tout de suite ça a été et clairement c'est important d'y penser parce que peut-être que je serai plus avec Mathieu, enfin je serai là effectivement, et j'aurai peut-être une retraite de misère parce que je sais pas, j'ai pas cotisé assez, parce que voilà. Donc très vite quand quand j'ai décidé de me mettre d'avoir le statut d'auto-entrepreneur, j'ai demandé à Cécile, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, à Cécile Poulette Magique, si elle pouvait me dire si elle avait prévu sa retraite en fait, si elle avait pensé à ça. Et elle a été de très bons conseils, et elle m'a dit aussi, tu sais que tu es une des seules qui pense à ça. Ouais. Et je pense que c'est important de le dire. Femme ou un homme, hein, peu importe. Mais c'est important d'y penser parce qu'effectivement, quand on a 30 ans, 36 ans, on n'est pas du tout sur ça. Ça paraît loin, ouais. Ça paraît loin. Mais il y a des solutions qui existent, il y a des cotisations volontaires qui existent, il y a aussi pas des placements, mais des épargnes mensuelles qui existent. Donc oui, effectivement, il faut pas oublier ça. Ouais, c'est ça. Tout comme il faut pas oublier par exemple d'être assuré. Enfin moi ça c'est un truc depuis le début. Pour moi c'est incontournable et je me rends compte que je suis une des seules à penser à ça. Quand j'ai commencé à animer des ateliers, tu vois, mon premier truc ça a été s'il se passe un truc,
quel que soit le dommage. Enfin, tu vois, quelqu'un se fait mal ou moi je casse quelque chose dans le lieu qui m'accueille. Enfin voilà, comment je fais. Et donc, en fait, j'ai tout de suite pensé à ça. Oui, c'est vrai. C'est peut-être mon côté angoissé. C'est mon côté angoissé. Mais en tout cas, bon. Il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Voilà, certains diront que je paye peut-être une assurance pour rien. Mais ah bah de toute façon après c'est le principe de l'assurance. Hein. Voilà. De toute façon, la plupart du temps il se passera rien. Le jour où ça, bon après il y a des possibilités d'être assuré. Enfin, sur ce genre de comment ça s'appelle d'activité, il y a des possibilités d'avoir des assurances peu élevées en fait. Oui, par exemple, quand j'étais sous le mode associatif, c'était même pas 10 € par mois. Il y a quand même des solutions pour être. Il faut expliquer bien comme il faut ce qu'on fait. Et il y a des solutions pour être assuré sans forcément payer des fortunes. Et aussi, quand on travaille à la maison, on peut aussi, il me semble, faire passer, englober ça sur l'assurance maison. Il faut se renseigner, mais ah oui. Ouais, j'ai entendu que c'était possible d'assurer son activité. Alors pas si tu reçois du public, peut-être, tu vois, il faut distinguer, mais quand tu travailles chez toi, que tu fais de la création de contenu, etc., tu peux aussi être assuré pour ça si il y a des choses qui se passent mal, voilà. Donc c'est peut-être mon côté angoissé, mais ça a été un des premiers trucs auxquels j'ai pensé. Voilà. Ouais. Si tu mets le feu à un rideau en chauffant avec un pistolet à embosser, bon. Ouais, par exemple, tu laisses ton fer en train de repasser ou une marque te confie quelque chose et il y a un problème, ben voilà, t'as une assurance qui peut prendre le relais, donc ben c'est quand même pas, enfin ça fait partie des choses qui aussi je pense rendent l'activité j'allais dire réelle, mais c'est pas ça, mais qui aussi assoit le truc. C'est bon, ben voilà, on n'est plus Mélanie qui brode sur son canapé 2-3 trucs, voilà. Maintenant on passe à une étape supérieure et du coup moi je pense que ça, le fait de vraiment construire les choses de façon je sais pas quoi, je trouve pas le mot, mais de façon réelle en fait, avec la réalité de la vie professionnelle. Voilà, comme professionnel, ça, je trouve que c'est pareil, ça aide à dépasser certaines choses. Comment je dis le prix, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai pas peur, ben tout ça, ça aide à dire aussi, ben ouais, mais non, mais en fait, j'ai une entreprise, mais je suis pas arrivée comme ça à dire ça maintenant, hein, ça fait longtemps que ça mouline hein, dans ma tête, mais de dire ben ok, mais non, mais là j'ai une entreprise, je suis chef d'entreprise, ok, je suis chef de moi-même pour les c'est pas juste une femme au foyer qui s'amuse quoi. C'est une vraie activité, c'est une vraie profession, c'est un vrai travail. Tout à fait. Et on embrasse les femmes au foyer. Oui, on les embrasse. On les embrasse parce que ce sont elles les héroïnes. Exactement. Et les femmes au foyer aussi d'ailleurs, on les embrasse. Mais bien sûr. Il y en a. Et puis enfin, on embrasse tout le monde en fait. Ben oui, en fait, on embrasse tout le monde. Bon. Est-ce que pour conclure, tu peux nous dire de quoi tu es la plus fière? Est-ce que je dois dire de mes enfants? Alors, honnêtement, tu dis ce que tu veux, mais perso, ça me va très bien parce que moi, je crois que... Ben oui, la chose dont je suis la plus fière, c'est mes enfants. Voilà, pareil. Ben, c'est aussi, même si, comme tu disais tout à l'heure, c'est fragile, c'est aussi, j'allais dire mon mariage, ça fait très années 50, ça. C'est aussi, oui, c'est aussi ma vie de famille, voilà. Je suis fière de ça. Même si c'est pas tous les jours facile, même si c'est, en ce moment, par exemple, pas du tout tous les jours facile et que parfois on se comprend pas bien, ben, je suis fière qu'on soit une équipe et qu'on arrive à dépasser certaines difficultés. Et je suis je suis fière de ça et je suis fière de ce que je suis en train de faire parce que je trouve ça, je me trouve un peu courageuse en fait. Je sais pas, je dépasse mes angoisses, voilà. Ouais, non, mais c'est génial. C'est génial. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Moi, je suis comme toi, en fait, je me dis que, ouais, je suis déjà, le principal, c'est ma famille, quoi. Ouais. Alors, j'ai toujours un pincement au cœur pour les gens qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas eu ça dans leur vie et qui le souhaitaient. Oui. Voilà, ça me fait toujours un pincement au cœur et je pense fort à ces personnes-là. Mais effectivement, pareil. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce temps, pour t'avoir découvert un petit peu plus.
Ben, merci à toi de m'avoir invité à te parler. C'est vraiment... tu es mon premier podcast, ma première interview, donc je suis hyper fière de ça. Génial. Eh ben écoute, je te souhaite de nombreux autres podcasts. Non, je veux être le seul podcast. Non, je rigole. Donc bah évidemment, on te retrouve sur Instagram, sur ton blog. Oui. Tu blogues encore beaucoup? Je blogue surtout pour partager des motifs. J'ai beaucoup blogué, j'ai beaucoup reblogué pendant le premier confinement. J'ai raconté notre confinement, comme beaucoup d'ailleurs l'ont fait. Hein. C'était chouette à lire les uns et les autres, voilà. Je blogue un peu moins parce que j'écris en fait beaucoup sur Instagram. Ceux qui me suivent savent. J'écris beaucoup parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je pense que les blogs ne sont pas morts. Je pense que c'est important aussi. Voilà. C'est clair. Donc, ça fait longtemps que là j'ai pas blogué, mais c'est pas quelque chose que je veux arrêter. Donc oui, on peut me retrouver aussi sur le blog. Mais pour l'instant, ça sert beaucoup d'endroits de partage en fait. Je partage les motifs à broder en téléchargement gratuit, voilà. Parfait. Essentiellement. Très bien. Eh ben écoute, on te retrouve vite et puis voilà, à bientôt. Oui, à bientôt. Me revoici. Pour retrouver Mélanie, je vous invite à visiter son blog ginassi.blogspot.com et son compte Instagram du même nom, Ginassi. Alors donc ça s'écrit Gina comme le prénom de Gina, G-I-N-A, et Si, C-I-E comme compagnie. Ginassi. Bien entendu, si on n'a jamais papoté sur Insta, venez me rejoindre moi aussi sur mon compte Instagram. Le compte c'est Podcast Fait Main. Je poste régulièrement autour des épisodes évidemment, mais aussi sur les coulisses du podcast. Je vous y attends, je compte sur vous. Et puis un petit rappel, si vous écoutez le podcast sur un appareil Apple, laissez-moi un commentaire et une note sur votre appli podcast. C'est hyper important pour que la communauté s'agrandisse et ça me fait toujours très chaud au cœur de lire vos mots doux. C'est un vrai encouragement, donc merci beaucoup. Et le dernier, c'est Nuance de Sel qui me l'a laissé et il m'a fait hyper plaisir. Elle m'a écrit: merci pour tout le contenu que tu proposes et ton travail, c'est extrêmement inspirant quand on s'intéresse à la création et qu'on se pose la question d'en faire son métier. Je suis en train d'écouter quasiment tous les épisodes qui s'écoutent vraiment avec facilité. On a l'impression d'être avec vous en train de papoter tout en apprenant plein de choses. Alors, merci. Avec le petit smiley qui a des cœurs dans les yeux. Donc merci à toi d'avoir laissé ce très chouette message. Et à ce propos d'avoir l'impression d'être avec nous en train de papoter, j'adorerais pouvoir organiser des rencontres pour de vrai, quand les choses se seront tassées côté Covid bien sûr. Ça pourrait être vraiment sympa, donc on croise les doigts pour que ça puisse se faire un jour. Allez, je vous retrouve pour le 50e épisode très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, prenez le temps de créer. À bientôt.